Bon, on se souvient tous ce qui se passe après, pas besoin de la repasser. Un seul instant, une seule petite seconde sur un match de 120 minutes. À cet instant-là, tout est encore possible. Si Martinez n'avait pas étendu sa jambe, la France aurait une étoile de plus et cette frappe serait rentrée au panthéon du clutch, à côté des buts de Wiltord et Trezeguet en finale de l'Euro 2000. C'est sur ce genre de moment que les légendes se construisent. Oui, le débat du GOAT opposera toujours Messi, Pelé ou Maradona, mais qui sont les joueurs les plus clutch du football? Ceux qui n'ont pas brillé sur 10 ans, mais sur 10 secondes, parfois tout aussi importantes. Bienvenue dans Muscle ton jeu, et aujourd'hui, on va essayer de répondre précisément à cette question. Comprendre d'où vient ce terme, le définir dans le cadre du football et établir une méthode précise pour le mesurer. Pour comprendre la notion du clutch, il faut d'abord s'intéresser au basket. Chez nos amis les ricains, les 5 dernières minutes d'un match sont ce qu'on appelle le money time. Un joueur capable de marquer sur cette période est considéré comme clutch, et plus ses paniers se rapprochent du buzzer final, plus il l'est. L'exemple parfait de cette notion, c'est Robert Horry. 16 saisons passées en NBA, pour une moyenne de 7 points par match. Respectable, mais c'est pas non plus LeBron James. Pourtant, celui qu'on surnomme Big Shot Rob a remporté 7 titres de champion NBA. Seuls 8 joueurs ont fait mieux dans l'histoire de la ligue, et ils évoluaient tous dans la même équipe des Celtics qui a écrasé les années 60. Horry, lui, a remporté des titres dans 3 équipes différentes, et à chaque fois, il s'est montré décisif en plantant des tirs primés dans les dernières secondes. À tel point que l'échelle qui mesure la clutchitude d'un tir s'appelle l'échelle de Horry. La question que je me suis posée et qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est qui est le Robert Horry du football? Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. On a tous quelques noms en tête quand on parle de but dans les derniers instants. Pour moi, c'était Drogba, Agüero ou plus généralement le Fergie Time de Manchester United. Mais pour commencer à trouver des réponses, il faut déjà définir ce que c'est d'être clutch dans un sport qui n'a pas grand-chose à voir avec le basket. On pourrait considérer qu'un but marqué à partir de la 85e est clutch, comme ce but de Harry Kane face à la RDC pendant la dernière Coupe du Monde, ou celui-ci, marqué par Lucas Moura en demi-finale de LDC. Le problème, c'est que prendre en compte uniquement la notion temporelle, c'est aussi compter comme clutch ce but d'Oscar contre l'Allemagne en 2014. Ouais, l'exemple est un peu extrême, mais vous comprenez le problème. Du coup, si l'élément temporel ne tient pas, est-ce que c'est plutôt l'importance du but qui prime? Celui qui te fait gagner le match ou arracher le nul, peu importe à quel moment il est marqué. Par exemple, ce coup franc de Raspadori en 2025 contre Lecce qui permet au Napoli de rester leader de Serie A à quelques journées de la fin et d'être sacré champion. C'est aussi un élément de réponse, sauf que dans ce cas-là, un but peut permettre de prendre l'avantage, mais est-ce que la victoire lui revient vraiment ou est-ce qu'une intervention décisive en fin de match a plus d'importance? Si on prend l'exemple de la finale de LDC 2005, le but de Xabi Alonso à la 60e est plus qu'important, car il permet au reste de recoller au score. Mais la double parade de Dudek face à Shevchenko à la 117e restera probablement l'action la plus clutch de cette rencontre. En fait, la réponse à cette question nécessite de prendre ces deux éléments, la temporalité et l'importance de l'action, et de les condenser en un seul indicateur. Et la bonne nouvelle, c'est que cet indicateur, il existe déjà. C'est le WPA. Et comme souvent quand on parle de statistiques dans le sport, il faut remercier le baseball. WPA, ça veut dire Win Probability Added. En gros, de combien une action nous rapproche de la victoire. À chaque instant d'un match, on peut estimer la probabilité que chaque équipe l'emporte si on a un échantillon suffisamment large pour comparer. Si vous êtes mené d'un but à la 80e, les équipes dans cette situation l'ont emporté 12 fois sur 100. C'est ça la probabilité de victoire à l'instant T. À partir de là, tout devient mesurable. Chaque action déplace cette probabilité, un but, une parade et même un dribble raté. Il suffit de regarder de combien la barre bouge. Un but qui te fait passer de 95 à 97%, ça vaut presque rien. Par contre, un but qui fait passer tes chances de victoire de 50 à 90%, ça vaut une fortune. Et c'est ce genre d'action qu'on va considérer comme clutch. Sauf qu'on a un petit problème. Le WPA nous vient du baseball, un sport qui ne connaît que deux issues possibles, la victoire ou la défaite. Le football, lui, connaît une troisième issue, le match nul, aka le partage des points. Donc, on va faire notre propre version. On va pas mesurer la probabilité de gagner, mais les points qu'on peut espérer récolter. 3 pour une victoire, 1 en cas de nul et 0 pour une défaite. On va appeler ça le Point Probability Added, le PPA. Et pour illustrer, reprenons deux exemples utilisés précédemment. Lors d'Angleterre-RDC en 32e de la Coupe du Monde 2026, le score est de 1 partout à la 86e, et le match se dirige vers une prolongation. Selon les probas, l'Angleterre finira avec 1,38 points. Donc le nul est plus probable que la victoire.
Sauf qu'Harry Kane prend la balle en entrée de surface et frappe fort sous la barre. L'Angleterre prend l'avantage, avec maintenant 2,85 points espérés. Une seule frappe qui vaut 1,47 points et une victoire quasi assurée. De l'autre côté, Allemagne-Brésil 2014. À 7-0, le Brésil n'a statistiquement plus aucune chance de revenir au score depuis un bon moment. Le but d'Oscar, à la 90e, n'y change absolument rien, et son PPA est donc nul. Ok, donc on sait maintenant mettre un chiffre sur n'importe quel but. Mais ça répond pas à notre question de départ. Nous, on cherche le joueur le plus clutch, notre Robert Horry. Il nous faut quelqu'un qui, encore et encore, répond présent quand ça compte. Alors, comment on mesure ça? Première idée, on compte les buts marqués dans les moments chauds. Sauf qu'un attaquant qui marque beaucoup en fin de match serré, peut-être qu'il est clutch, ou peut-être qu'il a simplement eu plus d'occasions que les autres. Compter les buts, ça récompense surtout le volume et pas vraiment le talent. Ce qu'il nous faut, c'est autre chose. Pas combien de buts il a marqué, mais est-ce qu'il a marqué plus que ce qu'il n'aurait dû? Et pour ça, il existe une stat que vous connaissez sûrement, les XG, ou les buts attendus. L'idée est simple, chaque tir a une probabilité de finir au fond selon l'angle et la position du joueur. Et à partir de là, on peut comparer. Un joueur qui marque 10 buts alors que ses tirs en promettaient 10, c'est juste normal, il convertit ce qu'il doit convertir. Mais un joueur qui en marque 12 alors qu'on n'en attendait que 7, celui-là surperforme. Et pour un spectateur lambda, c'est souvent ce joueur-là qui est le plus marquant. Alors pour mesurer ça, j'ai récupéré les données de tous les tirs enregistrés en Première Ligue depuis la saison 2014-2015, soit plus de 100 000 frappes, chacune avec sa probabilité de rentrée. Vous allez me dire pourquoi spécifiquement l'APL? Simplement parce que c'est le championnat le plus documenté en termes d'XG et c'est aussi le meilleur championnat du monde à l'heure actuelle, dans lequel on devrait retrouver les meilleurs joueurs. Ensuite, il faut définir notre money time. J'ai donc gardé uniquement les tirs pris dans les 15 dernières minutes du temps réglementaire d'un match encore serré, donc avec un but d'écart maximum. J'ai aussi fait le choix de mettre de côté les pénaltys, parce que le clutch qu'on cherche, c'est celui du jeu, purement. Et pour éviter les coups de chance, j'ai fixé un seuil. Un joueur ne rentre dans le classement que s'il a pris au moins 20 tirs sous pression sur notre période de calcul. Assez pour que ça veuille dire quelque chose, pas juste un ou deux exploits isolés à la 97e. Ça nous évite de se retrouver avec un Alisson Becker ou d'autres gardiens qui sont montés sur corner en toute fin de match. Il reste donc, pour chaque joueur, une question simple. Dans ces moments-là, combien de buts on attend de lui si on se base sur les XG et combien il en a vraiment planté? Et il y a un joueur qui sort clairement du lot. Avec 18 buts marqués sous pression pour un total d'XG d'à peine 11,3, on retrouve Heung-min Son. Personne ne fait mieux que lui dans ce domaine et de loin. Pire encore, seuls 2 joueurs du top 10 s'approchent de son volume de tir. Et honnêtement, ça semble assez logique, même si Son n'a rien d'un Robert Horry. Horry, c'était un joueur moyen, décisif seulement dans les grands moments. Son, lui, est un immense joueur, même en dehors du money time. Que le meilleur finisseur des instants chauds soit aussi l'un des grands de sa génération, ça tombe presque sous le sens. Le clutch, ça serait juste un talent de plus chez les très bons. Sauf que Son n'est pas seul dans ce classement, et c'est là que ça se gâte. Parce que juste derrière lui, on s'attend à une file de renards des surfaces ou de tueurs au sang-froid. Et en fait, pas du tout. On y trouve des milieux de terrain, des latéraux, des joueurs que personne n'a jamais eu en tête en parlant de Factor X. Et ça, c'est assez intriguant pour qu'on creuse. Parce que s'il existe vraiment un gène clutch, alors pourquoi le haut de ce classement ressemble plus à un tirage au sort? À ce moment-là de mon raisonnement, j'étais vraiment en train de renouer avec mes cours de maths, donc j'ai voulu aller un peu plus loin et tenter une expérience. J'ai construit une première ligue imaginaire, un football où le clutch n'existe pas, où aucun joueur jamais n'a le moindre sang-froid. Cette méthode, c'est une simulation de Monte-Carlo. On simule la réalité des milliers de fois et on regarde ce que le hasard produit en moyenne. J'utilise donc exactement les mêmes données de tir qu'avant, les mêmes 100 000 frappes avec leur vrai XG. Cette simulation, elle ne change qu'un seul facteur, le talent des joueurs. Pour une frappe à 30% de XG, si on lance le dé, elle rentre 3 fois sur 10. Le même tir pour Son ou pour n'importe qui a exactement la même probabilité. Et pour être sûr d'avoir des résultats fiables, j'ai simulé cette première ligue 10 000 fois. La question, à chaque fois, est-ce qu'il en sort quand même un joueur clutch, un nom tout en haut du classement qui a surperformé dans les grands moments, alors que dans ce monde imaginaire, le clutch n'existe pas? Bien sûr, dans chaque classement, il y aura toujours un premier. La vraie question, c'est est-ce que ce premier-là, notre champion du hasard, est aussi fort que Heung-min Son? Et la réponse, c'est oui, régulièrement. En fait, une saison sur 3, le champion du hasard fait mieux. Sans le moindre don, mais juste des probabilités. Alors, dans ces 10 000 mondes sans clutch, qui finit le plus souvent tout en haut? Un nom écrase tous les autres, Mohamed Salah. Sur les 50 plus grosses performances, Salah apparaît 27 fois. Et ça, encore une fois, c'est logique. C'est le joueur qui tire le plus dans les moments chauds et de très loin. Pour reprendre l'analogie du basket, Salah, c'est un peu le Steph Curry du football. Dans le money time, c'est lui que tu veux voir prendre le tir.
Il en prend tellement que tôt ou tard, la chance penche de son côté. Le volume à lui seul fabrique une légende. Parce qu'en fait, ce classement-là ne teste qu'une seule chose, qui tire le plus. En plus de Salah, on retrouve Kane, Vardy, Agüero ou Richarlison. Bon, il y a quelques surprises, mais ça reste que des attaquants. Alors, j'ai changé de lecture. Cette fois, j'ai pas regardé la performance brute, mais la performance rapportée au nombre de tirs. Et là, on commence à trouver des résultats assez intéressants. Des Toby Alderweireld, Kurt Zouma, Craig Dawson, des défenseurs centraux qui n'ont rien à faire dans la surface adverse. Sur certaines simulations, le pur hasard les fait surperformer plus que Son ou que n'importe quel attaquant. Ok, maintenant faisons une petite pause. Parce que ça fait beaucoup de chiffres et je veux qu'on soit bien d'accord sur ce qu'ils racontent. On cherchait le joueur le plus clutch du football. On a trouvé un candidat parfait, Hugminson, et on a voulu vérifier s'il était vraiment spécial. Alors, qu'est-ce qu'on a appris 1. Dans un monde où tout n'est que hasard, il sort quand même un héros à chaque saison. 2. Ce faux héros ressemble à s'y méprendre au vrai. Le hasard imite le clutch à la perfection. 3. Le plus important, la performance de Son, notre héros bien réel, on ne peut pas la distinguer de ce que le hasard produit, parce qu'une saison sur 3, il fait même mieux. Et 4. Ce qui prime avant tout, c'est le volume. Les joueurs qu'on a en tête comme clutch n'ont pas tous un mental d'acier. Par contre, c'est les options offensives numéro 1 de leur équipe, ceux à qui on donne le ballon dans le money time, parce qu'on leur donne déjà le ballon tout le reste du match. Le clutch, c'est pas un talent qui s'allume à la 90e minute par magie. C'est juste le meilleur joueur de l'équipe qui continue d'être le meilleur joueur de l'équipe. Alors, est-ce que ça veut dire que le clutch n'existe pas? En fait, pas vraiment. Mais si le clutch existe, il est si faible, si rare qu'on est incapable de le distinguer d'un simple coup de chance. Du coup, il reste une question, une seule, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Parce que si les chiffres sont aussi clairs, pourquoi nous, on est persuadé que le facteur clutch existe chez certains joueurs? En fait, c'est à cause d'un truc qui se passe dans notre tête et qui porte un nom, le biais de science. L'idée est simple, notre cerveau ne retient pas tout, il garde ce qui est spectaculaire et il jette le reste. Le problème, c'est que pour juger si un joueur est clutch, personne ne fait la moyenne de ses 1000 tirs sous pression. Non, on va juger sur les quelques-uns qui nous restent en tête, et par définition, c'est les plus spectaculaires, les réussites ou les ratés de légende. Autrement dit, on se fabrique une opinion à partir d'un échantillon truqué par notre propre mémoire. Et ce biais, il est amplifié par les réseaux sociaux et les médias qui aiment bien mettre en avant des statistiques et en occulter d'autres pour créer des narratifs et susciter de l'engagement. Du coup, si on fait le point, on se rend compte qu'aucun joueur n'est aussi clutch qu'on ne le perçoit. C'est un mythe plus qu'autre chose, qui peut tenir sur une saison avec un joueur en confiance, mais les grands moments clutch d'un joueur, aussi bons soient-ils, restent anecdotiques à l'échelle d'une carrière. Si on avait les données de tous les matchs et de tous les tirs depuis les années 50, il y aurait forcément un nom pour émerger en tête, comme c'est le cas pour Robert Horry. Mais en fait, Horry lui-même n'échappe pas au biais de science. Des analystes américains ont fait le même travail sur lui. Big Shot Rob, l'homme qui a donné son nom à l'échelle, n'avait aucun don particulier. C'était un bon joueur qui s'est retrouvé dans de grandes équipes, au bon endroit, au bon moment. Sa légende s'est construite autour de 5 ou 6 tirs sur une période de 16 ans. Mais là encore, le biais de science a fait son travail. Par contre, si le joueur clutch est un mythe, le moment clutch, lui, existe réellement. Cette frappe de Colomani, ce but de Salah contre City, ce panier au buzzer, ils étaient réels. Ils étaient difficiles, décisifs à un moment où tout basculait. Ça, c'est pas une illusion de notre mémoire. C'est mesurable. Alors changeons de question. Arrêtons de chercher qui est le joueur le plus clutch. Demandons-nous plutôt quel est le but le plus clutch jamais marqué. Et pour ça, il suffit de construire l'outil pour le mesurer. Promis, c'est la dernière salve de calcul de cette vidéo et peut-être la plus intéressante. On va construire ensemble notre propre échelle de Horry, calibrée pour le foot. Pour noter à quel point un but est clutch, il faut prendre en compte 3 paramètres qu'on a déjà mentionnés dans cette vidéo. 1. La difficulté. Ce qui est clutch, c'est de planter une frappe que personne n'attendait. Et ça, on sait le mesurer, c'est le XG à l'envers. 2. L'enjeu. De combien ce but fait basculer les points que ton équipe peut espérer. Ça, c'est notre PPA. 3. L'importance du match. Un but en Ligue 1 ou en finale de Coupe du Monde, ça pèse pas pareil dans la balance. Alors, on rajoute un coefficient. Plus le match est grand, plus le but compte. Un match de championnat, coefficient normal. Dès qu'on entre dans les matchs à élimination directe, on multiplie par 1,25, puis par 1,5 en demi et par 2 en finale. Ça nous donne la formule suivante. K, c'est donc notre coefficient d'importance. Et notre résultat est multiplié par 100 pour éviter que tout s'empile à la virgule près dans l'échelle. Avant de passer au résultat, je veux juste faire une petite précision. Cette échelle, elle est volontairement simple. J'aurais pu prendre en compte l'élo de l'adversaire ou beaucoup d'autres paramètres beaucoup plus complexes. Mais j'ai choisi 3 ingrédients clairs parce que le but c'est d'avoir un outil que tout le monde comprend et que n'importe qui peut reprendre avec des données fiables. Maintenant, si ça vous intéresse et que vous pensez pouvoir faire mieux, je vous invite à affiner le calcul. C'est peut-être même le plus beau compliment que vous pourriez faire à cette vidéo.
en dehors du like et du commentaire que vous avez déjà mis bien sûr. Bon, fin de la parenthèse, et maintenant, voici les résultats de la formule. Passés sur tous les buts que j'avais sous la main. Rien qu'à lire ces noms, quelque chose saute aux yeux. Ce sont des buts qu'on connaît. La tête de Sergio Ramos à la 92e en 2014, l'égalisation de Drogba à Munich, le retourné de Bale contre Liverpool. Notre échelle n'a pas sorti des inconnus. Elle a fait remonter toute seule les buts que l'histoire a retenus, ceux qui participent au biais de Science. Et tout en haut, un nom, Lautaro Martinez. 111e minute, finale de la Copa América 2024, presque un but en or dans une finale, en prolongation sur une occasion loin d'être facile, difficulté, enjeu, importance, les trois au maximum en même temps. 262 points, le but le plus clutch de toute notre base. Bien sûr, cette base de données est loin d'être complète. Elle ne couvre que quelques compétitions sur une période assez récente. Lautaro n'a sûrement pas marqué le but le plus clutch de l'histoire. Et d'ailleurs, ça m'arrangerait bien parce qu'en tant que Français, ça me ferait un peu mal de donner le nom de cette échelle à un Argentin. Du coup, ce que je vous propose, c'est de me donner en commentaire le but que vous avez en tête quand on parle de clutch. Moi, je vais faire au mieux pour trouver les stats et y appliquer notre formule. On reviendra sur les résultats ensemble dans une partie 2, sûrement plus courte, mais où j'essaierai de développer cette formule et de l'appliquer aussi aux actions défensives. Sur notre échelle, si ce ballon rentre, c'est l'un des buts les plus clutch jamais mesurés. En fait, il serait juste en dessous de Lautaro Martinez. Mais il ne rentre pas. Alors, il vaut rien. Et l'arrêt de Martinez, lui, entre dans l'histoire. Le clutch n'a pas vraiment disparu ce soir-là, il a juste changé de camp. Parce que c'est ça au fond tout ce qu'on vient de voir. Le clutch, c'est pas un don qu'on possède. C'est un résultat qu'on subit, c'est un instant et personne, pas même Colomani, pas même Martinez, ne le contrôle vraiment.